Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Je m'en vais. Voilà, c'est un lieu paradisiaque qui est connu pour ses plages de rêve, ses plages sublimes, mais l'envers du décor est tout autre et ça nous saute à la figure aujourd'hui. Le Sri Lanka qui s'enfonce dans la crise. Alors c'est loin pour nous, mais ça en dit beaucoup aussi sur l'état du monde avec cette fuite du président sri-lankais qui était parti samedi dernier avec ces images du palais présidentiel prise d'assaut. Alors on découvre la profondeur de la crise économique qui touche le pays, mais pas seulement. Crise majeure. Et est-ce que c'est annonciateur d'autres conflits à l'échelle de la planète? On en parle avec notre invité tout de suite. Jean-Jacques Boileau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de la situation et des pays émergents. Alors, déjà la dernière information de la matinée, c'est l'arrivée aux Maldives ce matin du président sri-lankais. C'est une suite logique de sa fuite, tout ça. Les Maldives, c'était dans ses plans. Écoutez, c'est en tout cas la suite logique de l'ensemble de ce genre de processus de départ précipité d'un dictateur qui paradoxalement avait été élu de façon très populaire il y a 2 ans, mais qui en fait derrière lui traînait un ensemble de problèmes. Et moi j'ai souvenir, pour avoir donc travaillé sur l'ensemble des pays d'Asie, le départ précipité du dictateur Marcos aux Philippines, Suharto, etc. Donc en fait, on a des familles, des clans qui arrivent de façon relativement légitime, puis ensuite, eh bien, ils abusent, c'est ce qu'on appelle le népotisme, et ils vont mettre plein d'argent de côté. Vous avez peut-être vu ces images extraordinaires où les manifestants qui occupent le palais présidentiel comptent la liasse des 17 millions de roupies qui étaient cachées, etc. Je ne doute pas que cet homme-là ou cette famille, puisque c'est pas un homme, c'est vraiment un clan, les Rajapaksa, ont de l'argent partout. Le frère Basile, qui avait 4 portefeuilles dont celui de l'économie, était appelé par exemple monsieur 10%, il fallait verser la commission. Alors, il va aux Maldives parce que c'est juste à côté, il avait essayé de s'enfuir du pays, il a été bloqué aux frontières, ça rappelle des choses avec des Ceausescu et autres d'ailleurs, et en fait, il semble qu'il va aller dans ces fameux paradis offshore que sont les Émirats Arabes Unis, ou Singapour d'ailleurs, puisque Singapour est juste à côté du Sri Lanka et il y a des vols 3-4 fois par jour, donc il est possible qu'il ait beaucoup d'argent là-bas. Alors donc aujourd'hui vous dites c'est une fuite pour ce clan, quoi qu'il en soit. Effectivement vous racontez tout ça, ça ressemble à des fuites dans des pays, vous parlez de la Roumanie, mais effectivement ils ont essayé de passer en utilisant des services de conciergerie payants pour des voyages d'affaires, mais le personnel de l'aéroport a interdit, a supprimé ce service rapidement pour les empêcher de partir tous. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui la situation du pays est laquelle il n'a pas démissionné? Est-ce qu'il va y avoir des élections? Comment ça va se passer concrètement pour eux? Écoutez, c'est assez clair parce que le Sri Lanka faisait partie des dominions britanniques et ils ont légué au Sri Lanka une constitution avec un système qui tient à peu près la route. Il y a une chambre avec plus de 200 et quelques députés et il y a un speaker du Parlement qui est le numéro 2 en réalité du régime, et lorsque donc il y a une carence du pouvoir, c'est le speaker du Parlement, c'est un homme assez posé, c'est un roublard de la politique, mais il ne fait peu de doute qu'il va essayer de gérer cette transition de la façon la plus pacifique possible. On ne va pas être dans un chaos, à mon avis, parce que à la fois l'opposition, il y a un leader de l'opposition comme en Grande-Bretagne, pareil, sont conscients de ce que ça y est, c'est la fin de ce régime, de cette famille, du dictateur, et donc il faut ouvrir une nouvelle ère avec une situation d'urgence économique et sociale telle qu'il faut réunir toutes les bonnes volontés. Donc je pense qu'on va le laisser partir, et puis après, probablement, on verra à lancer des procédures. J'ai appris que ce matin, une procédure est ouverte, effectivement, pour enquête sur l'ensemble des détournements. Quel a été l'élément déclencheur? Alors on le dit, c'est un pays qui est tourné essentiellement, quasi exclusivement sur le tourisme, évidemment. La pandémie a mis à terre, comme de nombreux pays, cette partie-là entière de l'économie. Mais tous ne sont pas en révolte aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur aujourd'hui, en sortie de crise du Covid, et qui précipite donc ce pays dans, on va dire, le chaos politique? Comme souvent dans les crises dont je parlais, Marcos, etc., on voit bien que vous avez
un ensemble de facteurs qui se conjuguent, et notamment, bien sûr, une conjoncture internationale, c'est indéniable, avec le rôle du hasard. Mais fondamentalement, c'est parce que la structure est vermoulue. Et donc, on a eu l'arrivée de ce clan au pouvoir dans les années 2009-2010, et puis au fur et à mesure, vous avez des centaines. Non, mais il faut se rendre compte de ce que ça représente. Je les ai comptés à peu près 120 membres du clan, petits-fils, petites-filles, etc., qui ont progressivement gangréné, on peut utiliser le terme, gangréné cet appareil d'État, le pays. Et comme vous le dites, c'est une accumulation de trois moments forts qui vont montrer, comme je reprends souvent cette phrase car elle est très belle, de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit les baigneurs qui sont nus. Et donc en 2020, alors qu'il est réélu, que l'économie est à 5-6% de croissance, vous avez tout d'un coup la chute totale du tourisme, l'arrêt total du tourisme pendant 2 ans. Or, et c'était les conseils de la Banque mondiale, il faut faire attention aussi à cela, cette économie, c'était totalement spécialisée sur un certain type de tourisme, les belles plages, on se rappelle de Ben Ali en Tunisie, finalement vous avez quelque chose qui ressemble à cela, et donc à partir de là, vous avez eu un deuxième choc qui est lorsque, à la fin de l'année dernière, les coffres balance des paiements sont tout à fait vides, et donc là, il fait appel au secours, et notamment au FMI, et le FMI, lui, ne se dépêche surtout pas d'aider le pays, et il a raison, puisqu'il voit bien que la situation politiquement n'est pas tenable. Et le troisième coup de semonce, c'est évidemment la guerre russo-ukrainienne. Là, vous avez une explosion des prix alimentaires, mais surtout du fioul, car dans le cas du Sri Lanka, ce genre d'économie touristique complètement offshore, exogène, s'il n'y a pas d'essence, les centrales électriques qui sont au fioul ne marchent plus, l'aéroport s'arrête, etc., etc. Et donc, vous avez eu tout d'un coup ce mouvement de mécontentement populaire. Donc, ce n'est pas une révolution, c'est une révolte populaire massive, et on met dehors ceux qui, depuis quelques années, sont perçus comme étant à l'origine du creusement des inégalités, parce que c'est évidemment ça qui est au cœur de la crise du Sri Lanka et de bien d'autres pays d'ailleurs. C'est un groupe qui prend le pouvoir, un clan, et les inégalités explosent. Là aujourd'hui, le pays donc est à terre économiquement, puisque même pour cette révolte, vous le disiez, on a vu des habitants faire des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied pour venir manifester et prendre le palais présidentiel d'assaut. Donc ça veut dire la détermination aussi de la population à changer, ou en tous les cas à changer de modèle économique ou à sortir de la crise. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une opposition structurée? Comment les choses se passent de ce côté-là? Alors, comme je vous l'ai dit, le Sri Lanka, et moi je le connais depuis les années 60, faisait œuvre à l'époque de pays développé. Il faut se rappeler de ça. C'était pas un pays du tiers-monde, le Sri Lanka. Pourquoi? Parce que c'était un pays extrêmement riche grâce à ses plantations de thé. C'est les Britanniques qui avaient implanter ce thé, et il y a des montagnes, si vous voulez, des collines, des montagnes qui en fait une zone très productive là-dessus, plus les plantations, et en particulier la famille Rajapaksa, c'est une famille de propriétaires fonciers. Et dans les plantations, tout ça s'était exporté, ça assurait un revenu important, et c'est un pays bouddhiste dans la tradition, pas du tout hindou comme son géant voisin en face. Et dans le bouddhisme, il y a, vous le savez comme moi, un certain nombre de valeurs importantes, telles que l'éducation, le respect de la famille, etc. Donc le Sri Lanka était plutôt bien parti pour faire partie des pays développés. Et on le présentait, on ne disait pas pays émergent à l'époque, mais il était dans la liste des pays émergents. Aujourd'hui, sur le modèle économique, on n'en discute pas. C'est une colère qui s'est exprimée, et vous avez eu un ensemble de petits ruisseaux qui font que c'est la classe moyenne urbaine d'abord qui s'est révoltée depuis quelque temps parce qu'elle voyait ces inégalités exploser. C'est ensuite les paysans qui ont vu une décision arbitraire qui a été prise en avril dernier, je parle de 2021, qui était l'interdiction totale de toutes les importations d'engrais, de phytosanitaires, etc., sous prétexte du bio. Vous savez, il y a toute une polémique pour savoir si c'est le bio qui a mis le régime en chute libre. Non, pas du tout, mais simplement, les paysans, eux, ont tout d'un coup eu ce choc avec une baisse des rendements.
ça c'est reparti dans les villes parce que si vous avez moins de production agricole, vous avez des prix qui augmentent, n'est-ce pas? Oui. Et les prix du riz, etc., se sont mis à augmenter fortement. Et comme la gabegie budgétaire était telle que la Banque centrale est obligée d'imprimer des billets, eh bien, ça a donné l'hyperinflation. Et donc, c'est cette hyperinflation à partir de mars-avril qui déclenche une convergence de l'ensemble des colères, en fait, et qui précipite le départ de cette famille. Alors la dernière question, c'est celle de la possibilité de faire tache d'huile. Cette situation, est-ce que d'autres pays, dans les pays émergents notamment, qui sont les plus fragiles pour supporter des crises de pouvoir d'achat, des crises comme on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres raisons de penser que ça peut s'étendre ailleurs? Alors, oui. Mais d'abord, il faut bien revenir sur ce que j'ai dit, ce sont les facteurs internes qui sont déterminants. Par exemple, vous avez en Turquie une crise inflationniste qui est très forte. Vous avez une crise du change. Et pour autant, le régime politique arrive à tenir. Donc, il faut faire très attention à ne pas croire que c'est l'ensemble de la planète émergente qui va péter. Il faut deux conditions. La première, c'est face à ces crises d'inflation, d'offres alimentaires, de rupture d'approvisionnement du fioul et d'électricité, etc. Comment la solidité ou non des régimes intérieurs va permettre de créer des politiques économiques consensuelles qui va permettre de partager le fardeau. Maintenant, il est indéniable, c'est ce que je dis dans ce papier du Figaro, l'automne s'annonce extrêmement difficile pour tout un ensemble de pays émergents. Nous n'avons pour l'instant vu que la pointe émergée de cela. Vous avez vu que ce week-end dernier, en Albanie, vous avez eu des centaines de milliers de gens qui ont manifesté, y compris donc sur la question de l'inflation des prix alimentaires. Vous avez en Argentine un week-end pareil, extrêmement mobilisé contre le plan FMI, ce qui veut dire d'ailleurs que le FMI qui est appelé à la rescousse commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va faire dans tous ces pays, sachant que sa réputation n'est pas très bonne? Et puis, j'ai parlé de l'Afrique. Il est indéniable qu'en Afrique, on a tout un ensemble de situations exogènes et endogènes. Je pense au Sénégal, dont je reviens, où là, il y a des élections législatives, il y a un président qui veut se représenter pour un troisième mandat. Dans les faits, on le voit bien, et vous savez comme moi qu'en Afrique, un troisième mandat, non, on n'en veut pas. Donc il y a un automne qui va être non seulement difficile pour les Européens, ça vous le savez, vous le dites à longueur d'antenne et vous avez raison, mais on a à l'échelle du monde la souffrance qui va ressortir dans tous ces pays-là. Oui, d'autant plus que la crise énergétique va s'aggraver dans les mois qui viennent. Oui, parce que la quantité est là. Il faut arrêter de croire que ce soit pour les produits alimentaires ou pour les produits énergétiques, les quantités sont là. Qu'est-ce qui se passe? J'appartiens au cercle cyclope d'experts des matières premières. Vous avez eu depuis à peu près un an un ensemble de positions spéculatives qui ont été prises par des traders, on appelle ça, d'accord, qui ont utilisé l'hyperliquidité qui a été émise par les banques centrales pendant des années depuis la crise de 2008 et qui tout d'un coup se sont aperçus qu'avec la baisse des rendements, les taux d'intérêt sont négatifs, les bourses se sont retournées, eh bien il n'y avait rien de mieux que de jouer au loto sur les matières premières. Et donc c'est ça qui est très inquiétant, c'est que l'économie mondiale est en train de voir un certain nombre d'acteurs financiers, etc., prendre des positions spéculatives et créer des pénuries relatives. Je dis bien relatives parce qu'il y en a dans certains domaines, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est très organisé. Merci infiniment, c'est passionnant. Jean-Jacques Boileau, économiste et chercheur à l'IRIS, en charge des pays émergents. La situation, effectivement, évolue, bouge absolument partout et il faut essayer de comprendre avec nos experts. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio ce midi. Merci, à bientôt. Et notre régime en France, justement, est-il en train de devenir hyper parlementaire? On va en parler. L'opposition a obtenu dans la nuit gain de cause sur le pass sanitaire. On en parle dans un instant avec le politologue Luc Gras.